Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, votre rendez-vous actuellement du vendredi sur le coup des 18h. Émission numéro 145. Ça avance. Laurent Perroton nous prépare une nouvelle chanson pour la 150e édition. C'est la 200e. La 200e. Ouais, mais là, on a le temps de mourir 3 fois d'ici là. C'est pas grave. On va déjà se concentrer sur la 150e, mais pour cette 145e, Christian Ponty n'étant pas là, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau petit nouveau nom parce qu'il a déjà son expérience, mais c'est Chris Geiger de Sports Center. On peut le dire comme ça, Chris? Ouais, plus ou moins maintenant. Plus ou moins. C'est le matin et 20 minutes. Voilà, le matin et 20 minutes. C'est ça. Donc Sports Center, c'est un petit peu disparu de la circulation, ça s'appelle plus comme ça? Bah, disons que la rédaction sportive a été coupée en deux, scindée en deux. Il y a les titres payants d'un côté et les titres gratuits de l'autre. Donc, on n'est plus forcément collègues avec certaines personnes. Voilà, puis ils ont gardé les jeunes et ils ont bazardé les vieux. C'est un peu ce qui se passe à peu près chez tous les éditeurs actuellement. Mais ça, on va pas vous demander de vous exprimer sur le sujet parce que nous, si on avait dû séparer des vieux, je serais le premier à être, je serais en première ligne et après il y aurait Laurent Perroton. Hein. Bonjour Laurent. Non, il y aurait Christian Ponty. Bonsoir, Ah oui, il y aurait Christian Ponty. Ponty, il est de 68. Moi, je suis de 73, donc il y a quand même 5 ans d'écart. Mais ouais, c'est vrai que nous, on est une équipe expérimentée. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous savez que Geiger, je l'ai vu débarquer un jour à Téléclub. Je savais pas du tout, je le connaissais pas du tout. Ça fait il y a quand même quelques années, Christian, maintenant. Ouais, c'était en 2018. 2018, il s'occupait du web. Moi, j'étais à peu près le patron là-bas. Et tout de suite, Chris Geiger, qui était d'abord un footeux, hein, il faut quand même l'admettre, s'est ensuite mis sur le hockey sur glace et on ne va pas lui donner tort. Merci en tout cas d'avoir rejoint notre cast, Chris. Merci pour l'invitation. Alors, émission 145, donc maillot numéro 45. Qui a envie de... Allez, honneur au nouveau. Chris Geiger, est-ce qu'il y a un numéro 45 qui vous a particulièrement marqué? Alors, particulièrement marqué, pas, non, mais j'ai fait mes devoirs et j'ai checké dans la National League. J'ai trouvé un seul joueur qui porte ce numéro 45, c'est Likit Reichle qui joue à Lugano. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce joueur. Il fallait le trouver. C'est ça. Et sinon, un joueur qui m'a plus ou moins marqué, c'est Marc Barbero qui a joué au LHC capitaine entre 2020 et 2022. Il n'a pas forcément laissé des grands souvenirs à la Vaudoise Arena, plus dans les affaires. Après non plus d'ailleurs, il est parti en Russie et ça s'est pas beaucoup mieux passé pour lui quand même. Hein. Il était souvent dans les mauvaises affaires, on va dire, et puis il a porté ce numéro 45 avec le Canadien de Montréal. Donc voilà. Ouais. J'avais aussi retenu Marc Barberio. On va d'abord écouter les propositions de Laurent Perroton. Bah moi j'en ai un qui a fini sa carrière, qui a été transféré en cette fin de saison, c'est Sami Vatanen, qui a été très très bon, qui était vraiment un joueur majeur en NHL. Hein. Il faut savoir, j'ai été regarder ses statistiques et finalement avec ses nombreuses blessures, c'est un joueur assez fragile. Il a dû revenir en Europe, mais quand même c'est 473 matchs NHL, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, champion suisse, champion de Finlande. Donc juste pour vous parler un peu du gaillard, et 13-17 à Anaheim et 17-20 à New Jersey. Et donc, du coup, c'était pour moi une des valeurs sûres lorsqu'ils ont été champions suisses avec Genève. C'était un acteur majeur, donc numéro 45. Et en fait, il a récupéré ce numéro-là parce que il y avait rien d'autre lorsqu'il arrivait en NHL. Et du coup, après, il l'a gardé dans la suite de sa carrière avec Genève. Avec Barberio et puis avec Vatanen, vous m'avez déjà brûlé 2 de mes joueurs, mais j'en ai quand même 2 autres. J'ai été chercher un petit peu plus loin des joueurs qui sont actuellement ou qui ont joué en Suisse et qui ont un passé au NHL et qui ont notamment porté le numéro 45. Très proche de nous, si je vous dis Laurent Dauphin, du HC Aubry-Piotta, Laurent Dauphin, il a porté le numéro 45 lors de sa courte période au Canadien de Montréal.
Donc Laurent Dauphin. Et puis là, ça date quand même, c'est un peu plus ancien, ça date je dirais, de presque un quart de siècle. C'est Andrew McKim. Vous souvenez-vous d'Andrew McKim? Trop jeune, il est trop jeune Gaillard. Non, Mike Kim, c'était au début des années 2000, il avait rejoint les TTC Lions pour la fin de la saison. Il avait joué, je crois, une trentaine de matchs avec les TTC Lions et il avait porté, je ne me souviens plus s'il avait porté le 45 aux TTC Lions. Par contre, il l'avait porté lorsqu'il évoluait sous les couleurs des Bruins de Boston. Voilà pour nos numéros 45 de ce jour. Sans transition, nous allons passer à nos casques d'or et nos casques de plomb. Allez, pour mettre l'ambiance, on va d'abord laisser Laurent Pirotto commencer avec son casque d'or. Mettre l'ambiance, ok. Non, mais moi, mon casque d'or, c'est à Marco Bayer et à sa réussite dans l'aide intérim depuis le 30 décembre en remplacement de Mark Crawford. On lui prédisait l'enfer. Il est presque au paradis. Après avoir gagné la Champions League, il a qualifié brillamment les Zurich Lions pour la finale du championnat. Issu du giron fédéral, il est une fierté pour les entraîneurs suisses. L'homme de 52 ans est admirable par son calme et surtout par la gestion de ses stars et de son vestiaire. Bravo Marco, tu es un exemple pour tous les jeunes coachs du pays et ça fait plaisir de voir un gars qui suit la filière classique jeunesse et sport puis Macolin et qui rentre dans le giron fédéral et finalement qui se retrouve dans un club majeur propulsé par hasard et puis qui arrive à avoir des résultats. Donc ça donne aussi de la motivation pour les jeunes coachs et j'ai trouvé que c'était très bien pour la nouvelle génération des entraîneurs suisses. Ouais, et puis il fallait quand même le faire de reprendre un peu en cours de route comme ça une équipe très dur, très difficile. Voilà, c'est compliqué surtout à Zurich justement. Et c'était exactement. Vraiment sa première grande expérience d'entraîneur. Certes, il était au Getseka Lions, mais enfin il a été voilà. un peu assistant à Langnau, il a Ouais. été aussi manager à Langnau, mais il a été un peu dans le giron assistant aussi et puis entraîneur-chef dans les sélections nationales chez les jeunes, mais il a jamais eu un poste comme ça et puis finalement ça a été très difficile au départ. Vous vous rappelez, il y a eu une série de défaites et là il a commencé en Suisse allemande, on se rend pas compte en Romandie, mais il s'est fait vraiment assassiner. J'ai lu, je vous avais envoyé des choses inacceptables et finalement il s'en sort très bien et je l'ai trouvé très bons interviews dans la série contre Davos et justement il expliquait certaines choses et la gestion de son vestiaire et voilà, je voulais lui mettre ce casque d'or. Ouais, le fait aussi de côtoyer Mark Crawford par le passé a sans doute également un petit peu forgé sa manière d'être. Et puis un autre de ses anciens patrons, Christian Weber, a dit très clairement que tout de suite il avait senti qu'il avait la carrure pour devenir un beau coach. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à apporter là-dessus, Chris Geiger, ou bien si vous voulez passer directement à votre casque. Mais c'est vrai que Bayer, on peut pas lui reprocher grand-chose pour finir. Non, mais puis en plus, ça fait plaisir que ce soit un entraîneur suisse qui dirige une grosse cylindrée et ça après Cadieux par exemple, là, ça serait pourquoi pas un nouvel entraîneur suisse champion. Donc ça fait du bien de mettre de la concurrence aux entraîneurs nordiques aussi. Ouais, c'est très bien. Allez, on va écouter votre casque d'or, Chris Geiger. Qu'avez-vous retenu de ces dernières heures, de ces derniers jours, de ces derniers mois, je ne sais pas. Tout simplement, ça date de jeudi soir, le duo Hazen-Palvet à Ajoie. Tout simplement Hazen qui a dit à mon collègue du matin que c'était son premier quadruplé, en tout cas de sa mémoire avec Ajoie en professionnel. Et puis l'anecdote au-delà des 4 buts d'Hazen, c'est que Palvet n'était pas censé jouer ce match. Il a remplacé au pied levé De Vos qui s'est bloqué le dos en lassant ses patins et puis il a même pas participé à l'échauffement et puis il est arrivé, il a beaucoup pesé sur cette rencontre, il a été décisif, donc ça lui permet de quitter visiblement le Jura sur une bonne note après un passage plutôt raté par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir. Ouais, en tout cas, bien joué avec ces 4 buts de la part de Jonathan Hazen, qui avait été écarté de l'équipe lors du premier match contre Viège, on s'en souvient. Et Greg Harriland est très vite revenu en arrière dans ses positions par rapport à l'attaquant canadien. Merci, Chris. Une petite mention aussi quand même pour Handbull. Je sais que ça te fait plaisir, mais surtout, enfin moi aussi, mais surtout à Laurent là, il rêve, il mange, il dort, il boit en bulle en ce moment. Justement, donc une petite mention pour lui qui a fini comme ça longue carrière et belle carrière jeudi soir sur une défaite, mais sur un but aussi. Donc une sélection méritée pour le mondial.
Absolument. Enfin, sélection pour le mondial. Attendons, il y a encore quand même le camp d'entraînement et il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais c'est vrai que même sans en avoir une grande utilité sur la glace, Laurent Perrotton a réussi à me convaincre que celui-ci pouvait être également d'une grande utilité hors de la glace. Donc, on va donner du crédit à notre consultant. Allez, mon casque d'or rapidement. Vous allez me dire que c'est la journée du matin.ch, mais enfin, puisqu'on a Chris Geiger aujourd'hui, je vous ai parlé de Ruben Steiger tout à l'heure. Justement, je dois vous avouer que la nouvelle d'hier, et c'est l'unique moment où nous parlerons dans cette émission de Chris Maxorley, on a déjà pas mal parlé de lui, je crois, dans notre journal du hockey ce matin, c'est que j'ai cru qu'on était le 1er avril. Franchement, quand j'ai lu l'article de Ruben Steiger qui disait Chris Maxorley qui va reprendre le HCCR derrière la bande, mais finalement à la réflexion, voilà, pourquoi pas il fallait la donner cette info, donc c'est pour ça que je vous accorde, même si ça a l'air rigolo, même si ça a l'air un petit peu improbable, quoique. J'avais envie de vous donner ce casque d'or parce que c'est là que l'on voit que la jeune génération de journalistes gratte un peu et ose balancer des informations que j'aurais peut-être personnellement eu de la peine à mettre en ligne comme ça avant un bon moment de réflexion. Parce que c'est vrai qu'au départ, ça paraît quand même un peu étonnant de voir Max Surlet dans les starting blocks pour reprendre une équipe, surtout en Swiss League quand on connaît le personnage. Donc voilà, je voulais donner mon casque d'or à la rédaction du matin.ch et surtout aux deux jeunes de la rédaction Hockey sur glace. Bien, casque de plomb, là c'est moins marrant. J'enchaîne tant qu'à faire. Et là je sais que Laurent Perrotton sera sans doute pas vraiment d'accord avec moi parce que je vais l'attribuer à Lars Leuenberg. Mais sur un détail, en fait c'est pas si important que ça, mais je me suis quand même posé des questions. Et là, je me demande si Leuenberg a bien géré le timing sur les 2 derniers matchs au niveau de ses temps morts. Déjà, lors de la manche numéro 5, il avait utilisé son temps mort très tôt dans le match. Et là, je pense que on pouvait l'estimer justifié. Autant hier, lorsqu'il a pris son temps mort sans raison particulière dans le match, à moins qu'il ait eu un ressenti sur le moment, je ne comprends pas pourquoi il le prend à ce moment-là, alors qu'on peut en avoir besoin beaucoup plus tard, alors que quelques instants plus tard, il allait pouvoir bénéficier d'un power break publicitaire. Et là, je me suis dit, bon, sans doute pris un peu dans la précipitation, dans le mouvement, dans le ressenti immédiat. Je me suis dit, bon, on peut comprendre, mais en même temps, c'est ce genre de petits détails qui peuvent vous faire gagner ou perdre un match parce que le temps mort de fin de match peut être également très utile. Et j'ai pensé qu'avec la proximité du power break d'hier, eh bien, ce temps mort aurait peut-être pu être un peu mieux utilisé, surtout le petit écart qu'il y avait en fin de match entre les deux équipes. Voilà donc pour mon casque de plomb qui n'est pas bien méchant, mais c'est un constat simplement que j'ai fait. Et je ne sais pas si Laurent ou Chris, vous avez un commentaire à apporter à ce sujet. Je vais rebondir. Oui, il y avait la pause publicitaire après, mais il n'y aurait pas eu le même score. C'est ça le problème, c'est que l'équipe, elle était en train de prendre l'eau et sur des petits détails, c'est-à-dire des turnovers sans arrêt, des pertes de duel, un manque d'agressivité. On était en train de reculer et donner la ligne bleue et la zone neutre, c'était une catastrophe. Ça arrivait avec des surnombres. À chaque fois, il y avait des efforts monstrueux à faire pour le numéro 3 ou numéro 4 sur le repli défensif, ce qui fait qu'il a senti qu'il fallait le prendre là. Il connaît son équipe aussi et je crois que c'était au-delà de tactique, au-delà de correction individuelle, c'était un aspect mental pour essayer de redonner un peu d'énergie parce qu'il n'y avait plus beaucoup plus beaucoup d'essence dans le moteur et c'est pour ça qu'il l'a pris à mon avis. Et comme je vous l'ai dit ce matin dans l'émission, dans le journal du hockey, je pense qu'on aurait pu jouer longtemps hier soir. Il y avait une telle différence sur plein de petites choses à titre individuel, collectif, mental et physique que je voyais pas Fribourg l'emporter. Chris, je ne sais pas si vous étiez à Fribourg hier. Qu'en avez-vous pensé? Ouais, c'était surprenant parce que surtout qu'il prend ce temps mort quand Fribourg est en zone offensive. Justement. Et il me semble, on n'a fait pas défaut. Il y avait la 4e ligne lausannoise sur la glace contre la première fribourgeoise. Donc, ouais, Fribourg prenait l'eau à ce moment-là, donc il y avait ce côté entre guillemets logique de stopper l'hémorragie, mais quand c'est en zone offensive dans cette configuration-là, c'était un peu le côté bizarre de la décision, mais ça a quand même permis
de stabiliser, en tout cas quasi à la fin du match, le but d'écart. Et c'était une décision contestable, mais y a pas non plus mais qui peut s'expliquer. Qui peut s'expliquer, exactement. Ouais. Bon, c'était après le temps mort, c'était mieux, mais c'est vrai que après vous parlez de l'engagement en zone offensive. Moi, je pense que c'est un des problèmes. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas dans un bon jour, dès qu'il y avait des situations favorables avec un line-up, tu as le dernier changement, on gagnait pas un engagement. Tous les engagements importants étaient perdus dans la zone défensive de Lausanne, ce qui fait que ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a pris le temps mort. Je sais pas, hein, c'est des suppositions, mais franchement, moi je trouvais que il prenait vraiment l'eau et après ça a été un petit peu mieux quand même. Bon, enfin bref, c'était un simple constat. Voilà pour mon casque de plomb. On va écouter celui de Chris Geiger. Toujours du côté de Fribourg, sans grande surprise, ça revient à Christophe Bertschy, qui est quand même très décevant depuis le début des playoffs, surtout quand on connaît le statut qu'il a obtenu à Fribourg, à Prix d'Or aussi. Et il est pas du tout assez décisif pour son équipe. Et encore hier, il a eu 2 énormes opportunités qui galvaudent. Alors, certes, il se bat sur la glace. C'est un joueur quand même qui fait le travail défensif et qui met beaucoup d'énergie, mais offensivement, ça reste trop instable. Et puis, c'est quand même un joueur qui reste plafonné à une trentaine de points par année. Et on a quand même de la peine à se dire qu'il va un jour franchir cette barre et la faire exploser. Et sachant que Fribourg l'a quand même engagé pour une très longue durée, je suis pas sûr qu'il se frotte les mains Fribourg dans ce cas-là. Je pense que le passeport a fait beaucoup sur ce transfert. Laurent. Bah oui, pour rebondir, c'est vrai que quand on voit un petit peu le contrat qui lui a été donné, la durée et le montant, c'est vrai que c'est un peu décevant. Je dirais que il fait une saison correcte l'année dernière où il fait un peu plus, il fait 40, mais ça reste insuffisant. Mais c'est surtout hier, c'est ce que j'ai dit ce matin. Moi, il y a le statut et puis la posture. C'est-à-dire que quelle posture tu as lorsque tu as Delarose et Walmart qui sont absents. C'est ça. Et lorsqu'il y a un 0 et que tu as un puck seul dans le slot et que tu marques pas, c'est une erreur. Une grosse erreur. Pour moi, c'est pas quand Nicolet n'arrive pas à sortir le puck et que Rochette marque, parce que Rochette le joue très bien. Et Nicolet, ça peut arriver qu'il fasse des erreurs. C'est un jeune joueur. Mais là, il doit marquer. Et ça change le match. Et c'est là-dessus où je pense que on a parlé ce matin. Il y a eu beaucoup des gros plans sur le coach de Fribourg et il était exaspéré. Et c'est ces petits détails-là. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, j'ai lu quelques articles sur le nouveau coach qui arrive. Et je peux vous dire que vous parlez de Renberg. Oui, il y a certaines choses chez les Fribourgeois ou d'origine ou qui ont été formés là et qui sont revenus. Va falloir qu'ils changent. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Et il y a certains Fribourgeois, je peux vous dire que là, il faut qu'ils commencent à mettre le réveil parce que ça va mal aller. Hein. Ça, je vous dis tout de suite. Et du coup, c'est ce qui est frustrant pour le coach, c'est qu'il a fait avec son staff, l'équipe, l'ensemble du club a fait un travail exceptionnel. Ils arrivent là, ils ont la possibilité de conclure, et tes joueurs majeurs, ils sont pas là. Ouais, puis en l'occurrence, avec tous les blessés majeurs qu'il y a, ça a des joueurs comme Bertschy de prendre le relais dans ces cas-là. Exactement. Tu ne peux pas avec ton statut te dire ouais, moi je suis un joueur d'énergie. Non, là t'es pas un joueur d'énergie, t'es un joueur qui doit scorer, être sur les feuilles de match et faire des différences dans les moments importants des matchs. Et hier, la passe de Lilia, il est seul dans le slot, il peut encore avancer. Il peut faire une fin de shoot, lui faire le premier geste, et là il se précipite et il met un shoot pourri. Donc ça c'est un vrai problème et il en est conscient. On voit qu'il se frustre, mais voilà, à un moment donné, dans le sport de haut niveau et quand tu as un statut, tu peux pas te frustrer, tu dois faire des différences. Merci Laurent. On va écouter maintenant votre casque de plomb. Ouais, moi c'est un peu à la nouvelle tendance sur la performance des joueurs en playoffs de certains consultants.
Moi, j'ai un problème avec ça. On laisse planer le doute sur la qualité du match à titre individuel en suggérant cette phrase mythique. Cela ne m'étonnerait pas que nous apprenions qu'il joue blessé. Pardon? On a tous joué blessé, mais jamais en pénalisant notre équipe. C'est-à-dire que dans le rôle que l'on me confie, malgré ta blessure, malgré la blessure ou ta blessure, je vais être performant. Sinon, c'est très simple, tu ne joues pas. Et j'appelle ça de la désinformation pour protéger des mauvaises performances selon le nom que l'on a dans le dos. Donc arrêtons de rendre les gens idiots. Si tu es joueur professionnel, on te confie un rôle, par exemple en boxe, et que tu peux pas faire des stop and start ou bloquer des shoots, tu ne joues pas. Et maintenant, c'est la nouvelle tendance. Ouais, là, il est pas très performant, mais on va apprendre peut-être qu'il joue blessé. Non, arrête. Arrêtons. Tu l'as dit, c'est la réalité. Il y a des joueurs qui jouent blessés. Oui, mais Philippe, j'ai joué blessé. Je suis d'accord avec vous. J'ai joué blessé. J'ai joué blessé. Mais jouer blessé à une certaine mesure. C'est-à-dire le rôle qu'on me confiait, je suis capable ou pas de le faire. Parce que si t'es pas capable de le faire, mets un junior, hein. Tu vois? Et c'est là-dessus où ça commence à m'agacer. Et je parle de ça depuis une année là. C'est la nouvelle tendance. L'équipe de Suisse, ouais, il joue pas bien, il est sans doute blessé, lui. Non mais je veux dire, à un moment donné, t'es pro et tu représentes soit la nation, soit ton club. Et si t'es vraiment blessé, tu joues pas. Point. Donc voilà, c'était ça un petit peu mon casque de plomb. Bonne mise au point. Oui, voilà. D'ailleurs, il y aura peut-être des choses à dire. On le fera hors saison parce que c'est pas le moment. Mais c'est vrai que cette année, il y a pas mal de choses à dire en matière de télévision, de consultants, de commentateurs, de présentateurs ou présentatrices. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais y venir. Là, j'ai une dernière chose à dire. Ouh là, j'ai allumé la mèche. Ouais, voilà, vous avez vraiment allumé la mèche. Parce que j'ai reçu un screenshot là, il y a environ 10 minutes avant le début de l'émission, et il y a des choses que je n'accepte pas, vraiment. J'ai fait une chronique sur les haters, et puis vous savez que mon haters préféré c'est Louis XIV du forum du LHC. Et là, il a attaqué la présentatrice de la télé. Alors, qu'on dise qu'elle est nulle, que si, que là, ça déjà il peut pas juger parce que lui il a jamais fait de hockey puis il a jamais fait de télé. Mais surtout qu'on parle de vêtements, etc. Excusez-moi. Excusez-moi, mais là, s'il y a un mec qui peut rien dire, c'est bien lui. Et puis surtout, ça reste une dame. Peut-être, je la connais pas personnellement. Peut-être une mère de famille, etc. Un peu de décence. Tu viens de gagner. Il y a 3-3 dans la série. Tu reçois Fribourg chez toi. T'as pas autre chose à parler là? Et puis après Chris Wolf qui met des messages, très bien. Mais ça, c'est un forum officiel des supporters, là. Là, vous devez intervenir, messieurs. On peut pas laisser passer ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, ouais, Philippe Ducarreau, vos chemises hawaïennes, c'est dégueulasse et tout. Non, mais sérieux. Oh, bah, c'est arrivé. Non, mais sérieux. Mais non, mais bon. Et quel rapport par rapport à vos qualités de journaliste? Et puis, qui on est pour décider de la mode? Non mais un peu mais moi je vais plus loin. Là où c'est insidieux, c'est qu'en fait cette dame, et j'ai fait des recherches, elle est responsable du Fribourg-Gotteron Mag, je sais pas si ça existe encore. Et donc évidemment proche du club. Et c'est là et on l'attaque pour cela. Et là j'ai un vrai problème. Et là c'est des vrais haters. Et là c'est les clubs à faire le ménage. Donc Grégory Finger qui nous écoute dans cette émission, eh ben avant de faire des transferts, réglez les problèmes chez vous un petit peu là. Et puis peut-être que l'image elle va changer parce que à chaque fois que je discute, et vous savez qui c'est qui m'a envoyé ça? Un supporter fan du LHC qui était sidéré. Ouais. Ça veut dire que l'image qu'on renvoie, elle n'est pas forcément celle de tous les supporters. Et c'est ce que j'explique depuis qu'on a commencé cette émission. Et moi je la défends. Et il a vraiment de la chance que c'est pas quelqu'un de ma famille. Ça je peux vous le dire. Ça je peux vraiment vous le dire. Ouais. Ce que je peux vous dire aussi, je pense que Chris Gaguerre pourra également témoigner, lui qui a aussi fait un peu de télévision. Très souvent, dans le domaine de la télévision, l'emballage paraît plus important pour le supporter lambda que le contenu. C'est malheureux, mais c'est un petit peu la tendance. Quant aux critiques que l'on peut ramasser venant de supporters, vous savez, il faut ça. Je pense que je crois qu'elle s'appelle Jessica Daflon, si je ne m'abuse. Ouais, exactement.
Voilà, elle va devoir vivre avec. De toute façon, puisqu'on en est dans cette émission, vous le savez, on donne quelques petites anecdotes. Je vais quand même vous en donner une qui m'est arrivée. Je reçois un jour un curieux. D'habitude, quand vous recevez des lettres d'insultes, elles sont bourrées de fautes d'orthographe et on sent les limites du gars qui vous a écrit. Et ce jour-là, je reçois une lettre parfaitement orthographiée dans un papier de qualité, pas de faute d'orthographe, magnifique écriture. Et le texte était magnifique aussi. Le texte, je l'ai appris par cœur et je le vois tous les jours puisque il est affiché dans un cadre dans mes toilettes, donc je le vois tous les jours. Et, et il est écrit: avec ta sale gueule de bouseux très laid, arrête de critiquer les skieurs et les autres, sale porc, honte à toi d'oser te montrer. Voilà, fin des guillemets. Et ben, vous voyez, on doit savoir vivre avec ça. Et, mais et voilà. je Mais je suis vous d'accord, comprends Philippe. parfaitement. Non, mais je suis d'accord, Philippe. Je ouais. suis d'accord, Philippe. Mais il y a une seule nuance, c'est que c'est une dame. Ouais. Et mon Ce éducation que je ne fait suis que pas visiblement. Non, mais non, vous n'êtes pas. Et nous, Non. enfin voilà, pour moi, il y a quand même une différence. Et c'est pour ça que je prends la défense de cette dame que je connais de vue. Hein. On se salue, mais je la connais pas personnellement. Et puis je travaille pas dans la même chaîne qu'elle. Mais moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ouais, je suis C'est d'accord. Et c'est un très bon casque de plomb, je crois que Chris Gallagher. Bis. Mais non, mais c'est pas un casque de plomb parce que, Ouais, mais ça, pour porter un casque, il faut avoir joué au hockey déjà. ouais. Donc voilà. Ok, ben en tout cas c'est une très bonne remarque. Merci Laurent. Je vois que le temps passe vite. On va maintenant s'attaquer à l'actualité pure. Alors la première décision, enfin il y a deux décisions qui sont tombées hier soir. On va quand même celle qui concerne d'abord les Romans, c'est le maintien du HC Ajoie en National League. Chris Gallagher, vous le ressentez comment ce maintien? Logique bien sûr, mais en même temps ça commence à bien faire cette situation de sauver sa peau au dernier moment depuis 4 saisons. Ouais, bah, cette année, enfin, au jour d'aujourd'hui, la mission est réussie sans plus. Ils ont fait le job, tout, tout simplement, mais ouais, il y a quand même, au bout d'un moment, 4 saisons, ça commence à faire long et il faut quand même, dès la saison prochaine, franchir un palier, en tout cas, quitter enfin cette dernière place et ouais, faire des pas en avant pour devenir un peu plus aussi attractif sur le marché suisse pour pouvoir, pourquoi pas, attirer quelques joueurs plus intéressants et puis être plus compétitif au niveau du championnat. Et rien que s'ils finissent 13e, ce sera quand même déjà une progression, même s'ils seront toujours à devoir faire le play-out, mais ils ont jamais quitté encore la lanterne. Ils se sont jamais débarrassés de la lanterne rouge depuis qu'ils ont été promus. Et c'est vrai que au début de saison, quand ils ont enchaîné les défaites, on se souvient que le public à Joulot était carrément à dire que bah, la saison a déjà plus aucun intérêt parce qu'ils s'étaient tiré une balle dans le pied. Donc, ce serait vraiment de rester le plus longtemps possible au contact des équipes qui les précèdent, histoire d'avoir aussi un peu de quelque chose sur quoi jouer, parce que là, c'est vrai que la fin de saison, on se prépare au play-out, mais c'est un peu long, je pense, pour tout le monde. Laurent, on est d'accord et on le dit depuis le début de la saison que Ajoie a fait un pas en avant, a un meilleur contingent, joue mieux. C'est sans doute le meilleur HC Ajoie qu'on ait qu'on ait jamais vu depuis le retour en National League. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Et même l'écart à la fin de la saison régulière était encore très important. C'est pas un petit pas qu'on leur demande de faire maintenant, c'est pratiquement un très grand pas pour quitter cette 14e place. Ouais. Mais en ont-ils les moyens? Je parle pas seulement, pas seulement financier, mais c'est presque même un peu tard, comme le dit Chris Gallagher, d'aller chercher des joueurs de qualité. On est déjà tard. On va rentrer un petit peu dans le détail, mais si on analyse un peu la situation, on fait quand même des paris du côté d'Ajoie, d'accord? On a parié avec Nussbaumer. Ça a été difficile au début, c'était un peu mieux, mais il y a quand même des joueurs qui ont disparu. Tim Minder, on a été le chercher, on pensait que ça allait être bien. Sopa, envoyé à Alton. Pedretti. Joueur du cru, gros contrat, ex-gros contrat, donc on a fait un peu des efforts. Il vient, il fait une saison très très moyenne. Le problème, c'est que on a amélioré les joueurs suisses et je vous redis, hein, Menatinen, Turkulainen et Belmar, c'était à un moment donné, sur 2 semaines, c'était la meilleure ligne du championnat.
Et on n'arrive pas, les joueurs étrangers, pardon, on n'arrive pas avec les joueurs suisses à trouver des synergies ou des marges de progression. Louis Robin a progressé au contact de Bellemare, mais voilà, après derrière, des Morer, même des Fischer, voilà, c'est au rupteur quoi. C'est dans la phase descendante. Et c'est le problème du HC Ajoie, c'est de trouver des joueurs suisses qui vont pouvoir t'aider dans certains matchs lorsque tes joueurs étrangers vont être canalisés ou dans un moins bon jour. Les gardiens, le duo s'entend très bien et ça a été pas trop mal géré parce que finalement, Tchatcho a fini la série. On a commencé avec Comte qui a été en difficulté finalement. Et puis voilà, c'est là-dessus où je crois que on va essayer de trouver des solutions. Finalement, ce qu'on espère, c'est que De Vos, je sais pas si c'est encore fait, obtienne la naturalisation. On est parti pour Hazen aussi. Donc là, c'est peut-être, une éventualité pour remplacer la qualité des joueurs suisses. Mais sauf qu'ils arrivent à avoir un certain âge. Pour revenir sur Palvé, il avait une option, mais je crois qu'elle va pas être activée. Et puis voilà. Et puis après, il y a le cas Bellemare. Il y a le cas Bellemare. Alors Bellemare, la dernière nouvelle, il va repartir. Bon, déjà. Ouais. Si on lit la presse suédoise d'aujourd'hui, il est plus à Ajoie. Ouais. Déjà, on attend le 4 juin. Réponse au plus tard de l'IHF pour savoir si l'équipe nationale française va au JO. France va aussi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a une maison justement en Suède et il retournerait dans son club de cœur. Et voilà. Mais alors là. Ouais. Je peux vous dire, et j'ai parlé avec beaucoup de joueurs, c'est une catastrophe. Parce que là, je parle pas du joueur, je parle de l'homme là. Dans le vestiaire, je peux vous dire que vous avez un membre de plus au niveau du staff et peut-être l'un des plus expérimentés et surtout l'un des meilleurs conseillers auprès de la jeunesse. Donc c'est un vrai problème de perdre ce joueur. Et on a vu quand il est arrivé et quand il y avait tout le monde qui était en santé, à un moment donné, on s'est demandé s'ils n'allaient pas réussir dans les play-ins tellement ils revenaient fort. Voilà, ouais. Mais ça, c'est la fragilité de l'effectif. Mais la différence avec les autres années, TJ Brennan, tout ça, ça va partir petit à petit. Il y a des joueurs qui sont quand même limités. Voilà, maintenant il faudra, c'est au niveau des joueurs suisses, il faut trouver peut-être 2-3 joueurs suisses qui arrivent vraiment à éclore, comme c'est arrivé à Rapperswil, etc., pour avoir avec ta bonne pléiade d'étrangers, arriver à avoir des résultats. Chris. Ouais, après, il faut quand même aussi souligner que cette année, ils ont fait, enfin, pas en avant, entre guillemets, mais ils ont quand même pas réussi à battre leur record de points. Après, le motif d'espoir, c'est quand même que depuis que Greg Hyland est arrivé, ils sont à plus d'un point par match, il me semble, un tout petit peu plus. Exact. Donc, normalement, il a su inculquer, cette façon à lui de haïr la défaite et puis de rester toujours dans le match où ils sont jamais vraiment largués dans les matchs. Donc ça, c'est quand même le point positif. Donc pour l'année prochaine, il y a beaucoup de pain sur la planche pour Julien Vauclair pour construire un effectif compétitif. Et puis effectivement, le gros souci, c'est le contingent suisse. Ils sont vraiment... cette saison, c'était assez risible quand même, les performances qu'ils réalisaient. C'est vraiment les étrangers qui ont maintenu à bout de bras l'équipe. Mais... avec Greg Hyland dès le début de la saison, pourquoi pas essayer de viser un record de points en National League. Juste pour résumer un peu, ils ont re-signé Fejk en 2027, Fischer 2026, Onka 2027. Il y a Cavalieri qui arrive. Cavalieri qui avait des gros problèmes d'ordre physique, c'est-à-dire que c'était pas vraiment un athlète. Il a beaucoup bossé là-dessus et peut-être qu'il peut être intéressant. Et là, il a des choses à prouver maintenant. Tchatcho 2026, ouais. Romanengi 2027, Sopa 2027, mais pas la confiance du coach. De Vos 2028 plus 1, Garessius 2027, Robin 2027, et puis finalement Scheidegger départ, fin de contrat, Boson, Brennan, Frossard, Morer, Minder, Palvé option plus 1, Pouilly, Runquist, Schmutz et Vekatins. Donc ça fait, il y a du job. Hein. Il y a vraiment un gros job. Après, les arrivées des joueurs en licence B de Bâle, ça m'étonnerait pas qu'on réfléchisse à certaines choses. Donc peut-être qu'avec le partenaire, il y a peut-être des joueurs qu'on a trouvé mieux que ceux qu'on a déjà. Donc là, il y aura peut-être aussi des transactions à ce niveau-là. Mais voilà, il y a un gros job à faire. Et puis comme je vous le dis, par rapport
comme je l'ai dit ce matin, par rapport à l'opinion publique et au fait que la réglementation est vraiment défavorable pour les clubs de Swiss League, c'est un club qu'on aime bien parce qu'ils sont ils sont romans, parce que c'est le petit club, mais ça va un moment. Mais ça peut lasser. Voilà. Ça va lasser et ça va se retourner, et à la fin, les gens vont commencer à être contre eux. Donc là, il faut commencer à avoir des résultats. Bon, on va laisser les Jurassiens se reposer pendant quelques jours, comme nous le dit Louis et Robin dans les quelques réponses qu'il nous a données ce matin sur le site planethockey.com. Et on va rapidement passer sur la qualification de Zurich. Alors là, c'est l'autoroute pour Zurich, Chris, parce que 4 jours de repos supplémentaires déjà par rapport au deuxième finaliste qui va arriver lessivé, ou en grande partie, surtout si c'est Fribourg. Si c'est Lausanne, ça peut encore se discuter peut-être. Et puis là, Zurich démontre quand même un savoir-faire inégalable, ou en tout cas inégalé jusqu'à présent en Suisse, on est d'accord. Oui, là, ils ont la confiance au maximum. Hein. Ils sont champions de Suisse en titre, champions d'Europe en titre. Ils ont l'effectif qui n'a pas beaucoup évolué depuis 2-3 saisons maintenant. Un noyau dur. On pourrait se poser la question avec le départ de Mark Crawford, si ça allait vraiment bouleverser quelque chose. Il a fallu un petit temps d'adaptation pour que Marco Bayer trouve sa place aussi. Puis maintenant c'est plus peut-être leur plus grand adversaire, c'est peut-être eux-mêmes, parce que on sait que les Zurichois ont tendance à être un peu suffisants. On a pu le voir quand même sur ces 2 premiers tours de play-off, mais quand ils resserrent le jeu, quand ils veulent aller vraiment chercher cette victoire, comme hier, et s'éviter un match 7, ils font le job. Donc, c'est sûr qu'ils auront plus un avantage au niveau de la fraîcheur. Après, peut-être qu'ils n'ont pas encore rencontré des adversaires du niveau de Lausanne ou de Fribourg, mais comparé à l'année passée, je suis un peu moins optimiste pour nos clubs romans. Et Laurent Perroton, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'en fait rien ne peut arriver à Zurich, parce que ils sont un peu nonchalants, comme on le disait ce matin, c'est vrai, mais que sur une envie ou sur un coup d'accélérateur, ils peuvent très vite rétablir la situation. Ouais, et puis surtout lorsqu'ils sont concentrés 60 minutes, ils donnent très peu de choses, et puis quand ils donnent des choses, soit les défenseurs bloquent les shoots, soit le gardien fait les arrêts, et c'est le meilleur gardien du championnat. Donc ensuite, ils ont très peu de blessés. Troutman, qui a été remplacé par Blazer, qui a beaucoup d'expérience, et le jeune Unstinkov. Ensuite, Hollenstein, dans le line-up là, je sais même pas s'il serait pas 13. Parce que, comme il avait fait composer son line-up, je trouve que c'est très cohérent. Mais là, je vous redis la 4e bloc, Sigris, Bechler, Baltisberger. Regardez les 2 équipes encore en course. Et là, vous avez déjà compris une bonne partie du problème. Ensuite, derrière, là où on peut concurrencer du côté de Lausanne, je parle vraiment, par rapport à la forme du moment, évidemment, il y a Frick et Glauser, Marty qui a beaucoup progressé dans le jeu physique, puis les 2 étrangers. Mais en face, vous avez Gehring, Kukan, Marty et Weber, Lettonen et Kinnunen qui peut venir s'insérer dans le line-up. Voilà. Et puis après, à l'attaque, le premier bloc, c'est Malguin, Balcer, Sandrighetto. À tout moment, sur une accélération, un move. Et là où je trouve qu'ils sont beaucoup plus impressionnants que nos 2 romans, c'est qu'à tout moment, ils vont créer un déséquilibre sur un move, et surtout dans le jeu collectif. Est-ce que quelqu'un va parler un jour des passes d'Andrighetto du Beken? Mais c'est juste abominable. Il a une meilleure passe du Beken dans la précision et dans la puissance que certains joueurs du championnat passent du coup droit. Il est hallucinant. La passe qu'il donne du Beken hier encore à Malguin, c'est abusé. La passe qu'il donne en powerplay la dernière fois, c'est abusé. Et après, moi, j'aime beaucoup la ligne Frodon, Zender, Lamico, parce que quand il s'agit de harceler l'adversaire, Lamico, c'est l'un des joueurs les plus craints. Et puis après, on en a parlé, Grant, Riedi, Rohrer, Rohrer, il est de plus en plus. J'ai vu un tweet d'un journaliste là qui parlait de lui à Montréal encore, au Canada. Donc on a des joueurs vraiment complets. Ils ont très peu de blessures. Maintenant, je rejoins Chris complètement. Peu importe l'adversaire, la seule chance, c'est que Fribourg par moment soit léger. Et l'adversaire de Zurich, pardon, l'adversaire de Zurich, c'est Zurich. Vraiment. C'est vraiment la seule chance pour nos équipes romandes.
Bon, on se rappelle juste quand même, l'année passée, ils avaient franchi les 2 premiers tours sans perdre le moins de matchs, et puis en finale, ils ont dû aller au 7e. Donc, est-ce que cette année, ils ont aussi pas dû trop puiser et dans l'adversité, etc. Et que si Lausanne, par exemple, ou Fribourg atteint la finale en franchissant 2 fois des 7e matchs, aussi peut-être au niveau de la confiance, ça peut équilibrer la chose. Mais comme tu as dit, au niveau de la profondeur d'effectif, là, ça risque quand même de faire la différence. Le seul avantage pour les équipes romandes que je vois, moi, c'est si Lausanne passe. Parce qu'ils ont l'avantage de la glace et le match-up. Ça peut être un avantage à domicile parce que pour éviter que d'un coup la ligne à Malguin se retrouve ton 4e bloc fatigué sur un icing, bah évidemment là tu vas devoir le mettre, mais à domicile tu vois tu peux un peu gérer ce genre de choses, tu vois, ça peut changer plus vite, tu peux éviter, et puis je pense que l'équipe qui va jouer, et puis Ward est très très bon là-dessus si c'est Lausanne, il va aussi minimiser ce genre de choses, de situations statiques ou des icing, etc. On va essayer de travailler en disant ok, on remet des pucks en cloche lorsqu'on est fatigué pour éviter d'avoir notre 4e bloc, et ça je pense qu'ils vont beaucoup travailler avec ça, mais intrinsèquement, collectivement et individuellement, pour l'instant c'est vrai que c'est supérieur, et puis moi, je me suis dit à un moment donné, avec tout ce qu'ils ont joué, la Ligue des Champions et le championnat, peut-être il y aura plus de blessés. Et finalement, contre Davos, ils s'en sortent pas mal, quoi. Bon, ben messieurs, voilà, on connaît un finaliste, c'est Zurich. On aura bien le temps d'en reparler avant le début de la finale. On va maintenant aborder le dernier match qui nous intéressait réellement hier soir. On laisse un peu de côté le match Suisse-Slovaquie parce que pour le moment, ça passe un peu inaperçu, même dans les colonnes du matin, c'est vous dire. Un petit peu. Ouais, mais c'est pas, disons, encore le sujet le plus lu. Ouais, il y a un match aujourd'hui quand même, on vous le rappelle, hein, il y a la revanche quand même aujourd'hui. À quelle heure? 19h45 si je ne m'abuse. Bravo. Voilà. Bon, mais je vais commencer, je sens que je vais avoir un long blanc parce que je vous pose la question aux deux en même temps. Alors, en finale contre Zurich, Lausanne ou Fribourg? Bon, moi, je vais tenir... je vais tenir ma position depuis le début de la saison. Je vais dire Lausanne. Je les vois depuis le début de la saison en finale, et j'avais même pronostiqué champion. Donc, je suis toujours dans la course, mais comme je l'ai dit juste avant, je suis un peu moins confiant qu'en septembre. Laurent? Moi, je répondrais que sur ce que j'ai vu hockeyistiquement, et puis on a parlé des blessés, de l'état de forme, etc. Lausanne est favori. Mais justement, c'est là où Fribourg m'a étonné pour la première année. C'est comment ils se sont comportés au match 7. Mais ils sont pas dans le même état. Puis il y avait quand même au match 7 contre Berne. Oui, exactement. Et il y avait Wallmark. Donc ça, c'est une profonde différence. Et Strelay. Et ça change tout, hein. Parce que tu mets Strelay à la place de Borgman et tu mets Wallmark dans le line-up, c'est pas la même équipe. C'est pour te dire le manque de profondeur à Fribourg. Donc quand tout le monde me dit ouais, ils l'ont fait à Berne, oui, mais c'était déjà Berne et pas Lausanne à domicile. Et ensuite, c'est pas le même line-up. Après, voilà, à ce moment-là, ils vont pas jouer le match, quoi. Donc ils vont tout donner, mais sur les 2 derniers matchs, le momentum est du côté des Vaudois, et puis surtout dans la qualité de la jury. Et puis il y a le premier bloc qui est revenu, le 3e bloc qui a très bien joué hier. Donc voilà, je les vois quand même vraiment favoris, comme a dit, je crois que c'est la Liberté, 75-25, c'est un peu ça. Moi je dirais c'est un peu ça, mais voilà, c'est un match de hockey, on sait jamais ce qui se passe. Hier, à 2-1, d'un coup, Gloser, il vient, il met un immense chèque, il prend mal la tête d'un gars, il prend 5, puis tu peux te faire éliminer. Hein. Le hockey, c'est tellement, voilà, il y a tellement des petits détails, et tu prends 5 minutes à la fin de match sur un gros chèque, mais malheureusement, ta pièce d'équipement touche le visage, il y a du sang, les arbitres décident de mettre 5. Et tu prends 2 goals pendant les 5 minutes et tu perds le match. Ouais. Donc ça va très vite. Donc, mais vraiment, ils ont les faveurs du pronostic à domicile. Après, la grosse pression, elle sera du côté de Lausanne, et je peux même aller plus loin.
je pense que ça serait un énorme camouflet de perdre contre Fribourg. Pourquoi? Parce que tu perds le match 5. Lorsque tu perds 1-0 dans la série et l'équipe de Fribourg jouait mieux, je pense que ça aurait été beaucoup de déception chez les supporters. Mais là, l'acte 7, après tout ce qui s'est passé, la composition d'équipe de Fribourg, après avoir été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions avec 2 roustes contre Genève, je pense que là, ça pourrait retourner la situation et les gens seraient extrêmement déçus, puis il y aurait beaucoup de commentaires négatifs sur la saison de Lausanne. Donc, il y a quand même cette pression-là. Mais ils ont l'habitude, et puis l'année dernière, je crois que c'est en quart où ils s'en sortent au match 7 contre Davos. C'est juste. Menés, ouais. Donc ils étaient menés, ils ont été gagnés là-bas comme hier soir. Donc ça, l'histoire se répète un peu avec un Davos extrêmement diminué l'année dernière. Chris. Ouais, bon après, énorme camouflet s'ils se font sortir. Ouais, je suis moyennement d'accord parce que on parle beaucoup des blessures à côté de Fribourg, qui sont des joueurs importants, mais à Lausanne, on aligne quand même une 4e ligne de Swiss League, et on enlève quand même des joueurs comme Beson, Raffel, Eldner. Donc au niveau de l'impact physique, il y a beaucoup moins de kilos sur la glace aussi. Et demi-finaliste, si tu te fais éliminer au 7e match après une saison régulière où tu finis premier, ça serait une grosse déception, je pense, pour le public, parce qu'il croit à cette 2e finale consécutive, mais il faut quand même pas tout mettre à la poubelle. Après, effectivement, je pense que d'un côté comme de l'autre, les 2 équipes sont diminuées, donc un peu celui qui gère le mieux un peu ses éclopés et qui pourra prendre certaines dernières marches, même. D'ailleurs, du côté de Lausanne, il risque pas d'avoir beaucoup de changements au niveau de l'alignement. Puis côté Fribourg, peut-être Marchand. Je l'ai aperçu hier, il avait l'air de bien aller, mais on peut pas vraiment savoir s'il sera en mesure de tenir sa place. Ouais, ce qui est certain, par contre, Laurent, c'est que Fribourg au pied du mur réagit souvent. C'est très fort, Fribourg au pied du mur. Ouais, avec le coaching staff qui a toujours des fois des idées, mais là où je disais un énorme camouflet, et je comprends ce que dit Chris, c'est connaissant la rivalité des clubs romans. Et en fait, on a minimisé les choses contre Genève en disant ouais, la Ligue des Champions machin, et moi j'étais pas d'accord avec ça parce que j'ai trouvé tellement bon en première phase, et je vous ai surtout parlé de la ligne Rochette, Kokkanen, Pajuniemi qui était, je trouvais, contre les équipes finlandaises et suédoises, incroyable. J'étais très déçu de voir bâcler ce quart de finale dans un derby. Et là en fait, je pense que le camouflet c'est pas forcément la demi-finale, le 7e match, c'est la demi-finale, l'adversaire et la configuration de cette demi-finale. Parce que là, le momentum, il a changé. Tout le monde, moi, quand je lis les commentaires et quand je discute avec des gens de Lausanne, tout le monde se voit en finale. Et ça pourrait être à domicile sur un 7e match alors que tu viens avec un adversaire diminué. Et quand on parle un petit peu des blessures, c'est vrai, Holdener, très important l'année dernière. Avec sur le 4e bloc avec Almon et Kenin, j'ai adoré. Raffel évidemment avec Boson et Jaeger, mais finalement on était très étonnés du line-up Prassel, Rochette, Jaeger. Pour moi, c'est eux qui ont influencé le résultat hier soir sur le contenu et sur les intentions qu'ils ont amenées dans le pressing, dans la récupération, et ils ont amené beaucoup d'énergie à l'équipe et à la première ligne notamment. Après Ugly, voilà, il est quand même joueur expérimenté sur un 4e bloc, ça peut être intéressant. Et Elner, c'est surtout la paire. Alors moi, je trouve avec Frick. Par contre, en face, t'as quand même Dufner qui serait dans le line-up parce que, excusez-moi, je veux pas être méchant, mais Seiler, dès qu'il est sur la glace, c'est un peu comme Fiedler à Lausanne. Wallmark, Strollet, de la Rose, Marchand, par rapport au contingent et la qualité en nombre, ils sont beaucoup plus diminués du côté de Fribourg pour moi que du côté de Lausanne, et notamment au niveau de la pléiade étrangère, parce que là au niveau des étrangers, on a quand même des gars qui sont en santé, qui sont en tribune. Du côté de Fribourg, on fait jouer Borgman qui mérite pas. Franchement, pour un étranger, il joue pas bien. Et puis, le pauvre Lundgren, notre vacancier qui est de retour aux affaires, qui devait partir en vacances
Il se retrouve là et finalement il se débrouille pas mal. Le seul problème, c'est avec le puck, ça va, mais dans les duels et dans la vitesse, ben tu vois que c'est un joueur de Swiss League, un étranger de Swiss League, parce que quand il arrive contre Frick, quand il arrive contre les deux étrangers en défense, quand il arrive contre Glauser, c'est très très compliqué. Oui, Chris, vous qui étiez hier au contact des joueurs, alors on va pas faire attention aux déclarations parce qu'on sait qu'il y a un petit jeu de non-dit ou de cachotterie qui se fait, mais on voit aux attitudes corporelles quand même. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier après cette rencontre à Fribourg? Bah, moi, j'étais du côté du vestiaire de Lausanne et mon collègue Ruben, j'étais hier du côté de Fribourg. Et c'est vrai que moi, les questions que j'ai posées un peu aux Lausannois, c'était est-ce qu'ils ressentaient ce que nous, on apercevait depuis la tribune, s'ils avaient le même sentiment. C'était que quand même, Fribourg avait l'air un peu marqué depuis quelques matchs. On voit qu'ils sont quand même moins. Le jeu est beaucoup moins structuré, comme aimerait Lars Leyenberger. Par exemple, hier, ils ont beaucoup plus concédé d'occasions. Le système défensif était beaucoup moins bien en place. Et ça, c'est quand même des signes que Beaucoup plus de petites erreurs. Ouais, et puis moins tactiquement, ils étaient moins à cheval, comme aime si bien le faire Lars Leyenberger. Donc, c'est un peu des signes que l'équipe est quand même un peu éreintée après cette Coupe Spengler, la Ligue des Champions aussi en début de saison. Et puis après, ils ont dû quand même cravacher pour finir dans les six premiers. Un premier tour en 7 matchs, un deuxième tour en 7 matchs. Et c'est une équipe vieillissante en plus. Donc, ça fait beaucoup d'aspects qui vont quand même dans le sens du LHC. On voit aussi ce qui est marrant quand on voit que le momentum tourne, c'est que tous les petits rebonds sont désormais favorables au LHC. Et les premiers matchs que Fribourg gagnait, les rebonds arrivaient sur les palettes fribourgeoises et maintenant c'est sur les palettes lausannoises. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que Lausanne est favori demain. Mais bon, cette série a aucun sens pour le moment avec toutes ces victoires à l'extérieur. Donc c'est quand même compliqué de voir qui va conclure demain. Oui. Mais il nous reste moins de 5 minutes d'émission, donc profitez-en, Laurent. Juste rapidement, sur les prolongations aussi, Chris a parlé de la fatigue, mais combien de prolongations? Et en fait, la prolongation, on regarde juste le temps, mais c'est pas le temps pour moi qui est important, c'est l'énergie que ça va te prendre, parce que tu sais que c'est un point perdu ou un point gagné, et donc du coup, dans les efforts, c'est très très usant. Et mentalement, c'est très usant. Ouais, c'est très usant mentalement. Donc, ça t'amène tu perds beaucoup d'énergie. Et Fribourg, si on fait un compte du nombre de minutes jouées, ça fait beaucoup. Ouais. Bon, comme je vous l'ai dit, il nous reste encore 3 minutes pour nous exprimer. Est-ce qu'il y aura encore un élément essentiel à évoquer au sujet de cette série ou alors quelque chose de complètement différent, Laurent? Bah, si on rentre dans l'irrationnel, est-ce qu'il y a un des deux gardiens qui va craquer sur un match 7? Est-ce que vous partagez aussi cette impression que Kevin Page semble petit à petit prendre de l'épaisseur et être plus agressif aussi sur la glace? Exact. Et je trouve que Berra bouge de moins en moins et de plus en plus fatigué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette petite anecdote qui est assez marrante, c'est que Kevin Page hier a joué avec ses jambières rouges par superstition, donc ils sont complètement tarés ces gardiens. C'est de la faute de votre père. Non mais franchement il a fait un fils qui n'était pas gardien. Bon. Ward on en a parlé, mais justement, en parlant de ça, moi, le dernier que j'ai là, je me demande s'il va pas être gardien parce que franchement. Connaissant son père, taré, oui. Non, connaissant son grand-père. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Et je peux vous dire qu'on a un phénomène. Et à chaque fois qu'il voit les gardiens, trop beau le masque. Je commence vraiment à m'inquiéter là. Et surtout au niveau de mon budget. Donc, être père de gardien, c'est cher. Non, mais c'est marrant. Et puis c'est des belles anecdotes, mais c'est vrai que c'est un petit gardien, donc il a énormément de style, comme Giannoni. Et en fait, c'est vrai qu'avec les maillots de Lausanne sont sublimes, sont très bien faits. Et quand il met ses jambières avec les bonnes couleurs, c'est magnifique. Mais hier, ça dépareillait pas. Et puis, en fait, le rouge attire le puck, donc c'est pour ça qu'il a mis ses jambières. D'ailleurs, vous avez vu aussi Fribourg qui joue en noir. Parfois, Fribourg à la domicile joue en bleu. Ouais, c'est joli aussi un peu avec les couleurs de maillot. Peut-être qu'il y a aussi un peu de superstition là-dedans et pas ils seulement des raisons commerciales. Ils ont perdu les 2 matchs en noir à domicile.
Du Bon, merchandising. la Du question ne se merchandising, posera peut-être. pas demain. Ouais, c'est ça. Bon, messieurs, on va en rester là. Merci encore une fois à Chris Gaguerre de nous avoir fait l'honneur de participer à cette 145e édition du premier bloc. On va vous souhaiter une bonne fin de série, Chris. Merci pour Et l'invitation. Et puis, puis, les vacances, ça sera pour un peu plus tard, parce qu'il y a encore derrière des championnats du monde. Je sais pas si vous allez y participer. Enfin, il y a plein de choses encore c'est ça. qui vont Il nous y a faire beaucoup. vibrer en matière de hockey sur glace. Il y a aussi Il la va- NHL. Il y a Vous allez plein de couvrir choses. vous allez couvrir les matchs de l'équipe de Suisse à Marseille ou pas? Alors, non, je pense pas que ça tombe pendant la finale. Donc, Ouais, parce ça va que être compliqué. ce week-end-là, il y a un match de l'OM. Donc ceux qui sont passionnés je connais des hockeyeurs qui adorent l'OM et qui vont aller voir jouer l'équipe de Suisse et en même temps le soir aller voir le match de foot. Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est une bonne initiative et Ouais. c'est quand même particulier d'aller voir un match de hockey à Marseille quand même. Vous savez, Gaguerre, il aime bien le foot aussi. D'ailleurs, là, vous ne le voyez pas puisque c'est de la radio, mais il arbore un magnifique t-shirt de la Juve. Donc, ça veut dire qu'il a... Ça c'est une cartouche. Non, ça c'est pas correct. Ça c'est pas correct. Ouais, Bon, Ça me Ah, mais dérange pas. ça c'est une nouvelle marque d'habits. Hein. Faudrait voir vous réveiller. D'accord. bon, allez, messieurs, merci à j'allais dire Chris Rivera. Merci à Chris Gaguerre. Merci à Laurent Perroton. Notre fameux slogan, n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, C'est mieux. c'est mieux. Et on vous donne rendez-vous à une prochaine pour la prochaine édition. Ça sera la semaine prochaine du premier bloc. Par contre, rendez-vous demain matin 11h pour l'avant-match de ce Lausanne-Fribourg qui va faire jaser dans toute la Suisse romande. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.